Je milite pas pour qu'il y ait un droit du robot, je milite pour que les choses soient claires. Il est d'une manière ou d'une autre une logique législative à moyen long terme d'imaginer donner des droits et des devoirs à des machines qui aujourd'hui sont dans nos vies. Savez-vous que robot, c'est un mot tchèque apparu pour la première fois dans une pièce de théâtre en 1920. Robota, en tchèque, ça veut dire travail forcé, une corvée. À l'heure de l'intelligence artificielle, les machines vont effectivement faire ce que les hommes ne peuvent plus faire ou ne veulent plus faire. Au point de les remplacer, Jean-Christophe Bonis est l'un des experts français les plus influents de la planète. Il croit à la symbiose homme-machine et il nous dit pourquoi. Portrait. La vérité vient du terrain. À 30 ans, Jean-Christophe Bonis quitte les fonds d'investissement où il était prospectiviste et part faire le tour du monde en quête de réponses. Il parcourt les 5 continents, étudie un grand nombre de cultures et tente de comprendre en quoi la technologie impacte et impactera à l'avenir le comportement des consommateurs. Futuriste, conférencier, auteur, blogueur, coach et éternel chasseur de projets innovants, Jean-Christophe Bonis est partisan de la tech for good et de l'expérience empirique. Il participe, en tant que mentor en Europe, en Russie et en Asie, à la mise en place de solutions d'intelligence artificielle dans les domaines de la santé et des technologies vertes. Il figure aujourd'hui parmi les experts français les plus influents à travers la planète. Et Jean-Christophe Bonis est avec nous aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Wave. Vous explorez toutes les solutions d'intelligence artificielle à travers la planète, toutes les solutions d'innovation. Et l'innovation, c'est le rayon de Mathieu Stéphanie. Bonjour Mathieu. Salut Charlotte. Avec ton podcast Génération Do It Yourself, tu explores toi aussi le monde nouveau et notamment le monde des robots. Entre autres, ouais, en effet, j'ai eu des super épisodes sur les nanorobots, les micro-robots, les macro-robots. Enfin voilà, je suis ravi, Jean-Christophe, de te rencontrer virtuellement cette fois-ci, mais on changera ça bientôt. Alors moi, je me pose des questions par rapport à l'évolution des robots. Alors déjà, on associe quasiment toujours, beaucoup, et même dans ton profil d'ailleurs, le robot et l'IA. Donc c'est quand même un peu j'ai envie de dire, la matière grise et le corps. Le corps, c'est un peu, on peut comparer ça déjà comme ça? En fait, d'un côté, il faut imaginer que le robot et l'IA, c'est les deux faces de la même pièce de monnaie. Le robot et la robotique en elle-même, c'est principalement le corps, la logique matérielle. Mais si tu n'as pas derrière la logique software qui permet au corps de se mouvoir, de comprendre autour, c'est l'intelligence artificielle. En fait, t'as pas quelque chose de cohérent. Mais en fait, tout ça me fait penser que l'IA qu'on voit apparaître vraiment dans nos vies très concrètement ces dernières années, notamment avec des Siri, des échanges, enfin des manières de dialoguer même avec la machine, que ce soit par la voix, par le texte, etc., etc. Le robot, ça me semble pas si évident. Je veux dire, de voir un robot entre le mixeur de ma grand-mère, le Thermomix, je sais pas, enfin voilà, des choses comme ça, où tu appuies sur un bouton, ça fait zzz, tu vois, mais j'ai pas l'impression de voir des vrais robots intelligents. Même quand tu regardes les Boston Dynamics, tous ces robots qui dansent, qui font des tas de choses, ils apprennent pas tout seuls à danser, c'est des choses qu'on leur apprend à faire, non? Alors, ça dépend de ce que tu mets derrière la nomenclature robot. Toute machine, en fait, qui a derrière un software un peu intelligent, on peut le considérer comme un robot. Quelle va être la différence entre la machine à café de ta grand-mère qui va être sur un schéma où tu appuies sur le bouton, elle va faire le café, et cette même machine à café qui va être derrière contrôlée par un Alexa, par un Google Home ou autre. En fait, toute la logique, elle est liée au software. Après, je suis d'accord avec toi, tu vois pas derrière ta grand-mère, dans les années à venir, en tout cas à court terme, un robot en forme humanoïde qui va s'occuper de ta grand-mère, comme on peut l'imaginer dans les films prospectivistes. Mais dans la logique de robotique, ça va beaucoup plus loin en fait. La robotique, c'est une machine à laquelle on a donné de l'intelligence. Et ça, aujourd'hui, au quotidien, on a une multitude. Regarde ce que fait Google
avec la filiale automobile, avec les voitures qui conduisent tout seules. On est maintenant sur des voitures sur les États-Unis, sur Singapour, sur la Chine, sur Tokyo, qui sont totalement autonomes, sans aucun humain derrière le volant. Ça, pour moi, c'est un robot. Eh ben justement, on va faire un petit tour de la famille des robots en 2021. Elle ressemble à quoi? Petit tour d'horizon avec Christian Rondeau. On regarde et on s'en parle après. La famille des robots s'élargit à une vitesse exponentielle. Ian Pearson, un éminent scientifique et futurologue britannique, prévoit qu'avant 2050, le nombre de robots humanoïdes dépassera celui des humains. 9,4 milliards contre une soixantaine de millions actuellement. Et c'est vrai que le robot envahit tous les secteurs d'activité, sur les lignes de fabrication et d'assemblage bien sûr, dans la logistique en entrepôt, dans les exploitations agricoles, dans les services à la personne, dans les hôpitaux, à l'armée avec les robots tueurs qui font frémir et dans l'espace avec les robots explorateurs qui font rêver. Selon certaines projections, les robots vont remplacer 20 millions d'emplois industriels d'ici 2030. Sur cette voie, certains pays sont très avancés. Selon le tout récent classement de la Fédération internationale de robotique, Singapour est le pays qui abrite le plus de robots dans ses usines, près de 100 pour 10 000 salariés. Viennent ensuite la Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne, la Suède. La France arrive au 16e rang. Alors j'ai l'impression que les robots vont remplacer, alors on dit là ici 20-30 millions de jobs, en l'occurrence. Ça fait un peu peur, mais quand on prend du recul, généralement, les jobs qui remplacent, en tout cas, si tu prends depuis les années 80, les usines Toyota qu'on voyait quand peut-être on était tous à l'école, au collège, ça a remplacé quand même quasiment que des tâches très automatisées de travail. En fait, tu te dis, c'est quand même plutôt une aubaine pour l'homme de remplacer ces tâches, non ? Alors, il y a deux éléments à prendre en compte, et aujourd'hui, on est au niveau sociétal dans une confrontation entre l'homme et la machine, qui est en fait une confrontation extrêmement négative. Premièrement, le remplacement de l'homme par la machine au niveau mondial. Quand on voit dans votre petite présentation sur les robots, les pays Singapour, Japon, Corée du Sud, Allemagne sont des pays en plein emploi. Pourquoi? Parce que pour un robot, tu as 10 emplois. Alors, c'est pas le même type d'emploi, je suis d'accord avec toi, mais on reste quand même sur une dynamique qui est une dynamique de pays où tu as énormément de robotique dans le domaine industriel, et ce sont des robots qui créent des emplois derrière parce que tu as besoin de services. Après, quel type d'emploi, quel type de mise en place on fait? Quand tu regardes, par exemple, chez Amazon, on a aujourd'hui Amazon qui a présenté les perspectives d'emploi sur l'année 2021 en France. Quand tu regardes les usines, tu as plus de robots dans les usines, enfin pas les usines, mais les entrepôts d'Amazon que d'humains. Mais ils font quoi? Ils transportent des palettes d'un point A à un point B. Tout ce qui est aujourd'hui robotisé, automatisé, ce sont principalement des tâches qui sont des tâches dites soit ingrates, soit des tâches problématiques sur le plan, on va dire, de la santé, soit des tâches automatisées sur lesquelles on n'est pas bon. C'est là où j'ai du mal, en effet, à voir l'impact de la vraie intelligence artificielle, de ces robots peut-être quasiment auto-apprenants qui vont peut-être remplacer des tâches nobles réellement, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver ? On parle beaucoup, par exemple, de la robotique au niveau des cols blancs. Alors, c'est l'IA, un mix entre l'IA et le robot, mais quand tu regardes, par exemple, dans le domaine du légal, dans le domaine des comptables, tu as une multitude aujourd'hui de sociétés, de start-up qui sont dans ces domaines-là et qui automatisent des tâches qui sont faites aujourd'hui par des humains. Est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée derrière? C'est un grand débat. Je pense pas que ce soit le sujet du débat aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, clairement, tu as un remplacement massif d'une tranche où la valeur ajoutée est extrêmement faible, on va dire, par de l'automatisation. Et cette automatisation, elle est dite intelligente parce que derrière des softwares intelligents, d'où IA. Et si je veux aller jusque très loin dans des potentiellement décisions les plus radicales, je pense notamment à la frontière entre les deux Corées, avec, je crois que c'est Samsung qui a des robots mitraillettes, alors je crois que ça s'appelle les sentinelles, voilà, mais qui peuvent éventuellement détecter et tirer sur des cibles. Jusqu'où ça peut aller tout ça? C'est-à-dire, est-ce que un robot peut décider de manière totalement unilatérale, être programmé pour... Alors oui, il peut techniquement, mais jusqu'où on va et où est-ce qu'on en est là-dessus?
Alors, aujourd'hui, techniquement, on a au niveau mondial plusieurs pays, hein, les États-Unis, Israël, la Russie, la Chine, qui ont créé ce qu'on appelle des robots dits autonomes, c'est-à-dire en capacité de prendre de manière autonome des décisions de tir sans influence humaine derrière. C'est quoi? C'est principalement de la robotique classique, hein. Moi, j'ai vu notamment en Russie un exemplaire d'un Terminator qui est capable de te shooter une cible à de manière automatique, sans aucune problématique, là où un homme n'est pas capable de le faire. Ça va être du drone sous-marin, du drone aérien et ainsi de suite. La problématique qu'il y a, et elle est vraie dans tous les domaines, c'est que la frontière entre le bien et le mal est à géométrie variable en fonction de ton éducation, de ta religion, de ton environnement et ainsi de suite. Ce que nous, on considère comme, on va dire, un environnement judéo-chrétien comme étant éthiquement mal, va pas obligatoirement être la même chose pour nos amis russes, nos amis chinois. Et typiquement, ce que tu me donnes comme exemple sur la frontière, elle est aujourd'hui opérationnelle. C'est des choses aujourd'hui qui sont des choses qui doivent être traitées au niveau international, du style l'ONU et autres, de la même manière que tu traites la bombe atomique ou autre. La seule différence majeure qu'il y a entre la bombe atomique et ça, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel pays peut avoir des drones autonomes, là où la bombe atomique, bon, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Les robots qui ont toujours fait peur et fasciné en même temps, on est encore sur cette frontière. Il y en a qui en parlent très bien du bien et du mal. Ce sont les enfants et de tout temps. Écoutez-les, on est en 1969. Moi, je crois que c'est des machines par exemple, comme une machine à laver le linge, comme une machine à laver la vaisselle, comme, je sais pas moi. Eh ben, moi, je dis que c'est ça, un robot, parce que ça remplace ce que fait l'homme. Je crois pas quand même qu'il y aurait des robots, mais pourquoi pas? Si ça marche tout électriquement avec des robots, comme tu dis un peu, il y aurait plus de travail pour les chômeurs et tous ces gens-là. Ils seraient obligés de traîner dans les rues et puis ils mourraient pour ainsi dire de faim. Mais non, parce faudra bien des hommes pour faire marcher les robots. Ils sont géniaux, ils ont tout compris. Faudra toujours un homme pour faire marcher un robot, c'est vrai ça? Alors, malheureusement, aujourd'hui, on a en termes d'intelligence artificielle des programmes qui sont mis en place où on apprend à la machine à apprendre toute seule. Donc, typiquement, on a notamment chez Google, de la division intelligence artificielle de Google, qui a travaillé sur le jeu de Go, sur une multitude de domaines de ce style-là. Aujourd'hui, on a des programmes qui sont capables d'être en totale autonomie. Cependant, on a toujours derrière un robot, la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'il y a du software et du hardware. Et on a beau être en autonomie sur du software potentiel, il y a un besoin humain sur le hardware. Et je ne crois pas du tout, moi, à la théorie du remplacement. De tout temps, on a survécu grâce à l'innovation. On est ce que l'on est aujourd'hui grâce à l'innovation. On n'a pas eu de mutation génétique parce que c'est ce que l'on est aujourd'hui. Et la robotique, l'IA, n'est qu'une phase de notre évolution qui va nous permettre de passer à autre chose. Après, il faut qu'on soit intelligent. C'est la plus grosse problématique. Et c'est quoi cette autre chose justement? Est-ce que l'hybridation homme-machine, est-ce que ça c'est quelque chose qui est en train de devenir réalité? Est-ce que finalement quand on voit les projections les plus sensées, on se dit la découverte ou la colonisation de l'espace se fera par plutôt des machines que des êtres organiquement vivants? Toi qui étudies ça de près depuis assez longtemps maintenant, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Alors, alors déjà ton exemple dans l'espace, ton exemple de l'espace est un très bon exemple. L'utilisation massive de robots dans le domaine aéronautique et dans le domaine de l'espace va être fait parce que par définition, le risque humain est tellement important et le coût d'un robot et de la robotique est tellement bas que ça va être un des accès. Mais ça, on parle de ça, c'est à 20 ans. Donc, on est aujourd'hui sur du court terme. Il y a des choses très intéressantes. Toi qui travailles sur la logique de micro-robots, de nano-robots, le mix entre le biologique et la robotique est un mix qui est très intéressant. Est-ce que, d'une certaine manière, la programmation cellulaire, avec un mix dans lequel on est capable sur une cellule de lui donner un code génétique spécifique qui va interagir dans le domaine humain. En prenant un exemple, la cellule va réagir si tu as un taux d'alcoolisation qui est plus de X dans le sang et va délivrer une molécule d'aspirine, par exemple. Ça, on peut imaginer que c'est un robot.
Derrière tout ça, non, mais ce sont des choses aujourd'hui qui sont du présent, hein, c'est pas du futur. J'ai rien, j'avoue. Non, non, mais ça nous parle, J'ai ça nous parle. la molécule d'aspirine automatique, je trouve ça très très intelligent. Ouais. Je veux dire, ça peut être, et quand tu peux faire ça dans le domaine de la santé, il n'y a pas de limite. Le problème majeur qu'il y a derrière, c'est l'acceptabilité dans le domaine, civil pour monsieur et madame tout le monde. Et ça, c'est un gap aujourd'hui qui n'est pas franchi. Eh ben justement, je vous interromps parce qu'il y a deux camarades, deux trublions qui nous écoutent depuis le début. C'est nos amis JPEG et Marie-Claude, et ils savent toujours pas trop s'ils doivent faire ami-ami avec les robots. Après le chien, le robot deviendra-t-il le meilleur ami de l'homme ? D'ailleurs, est-ce qu'une machine voudra être amie avec un homme ? Là est ma question. Mais c'est vrai, Charlotte. D'ailleurs, le robot sera-t-il ami de celui qui le fabrique ou de celui qui l'utilise ? Vraie question, Jean-Christophe Bonis, ami de celui qui l'a fabriqué ou ami de celui qui l'utilise ? Autrement dit, quel pouvoir ? Aujourd'hui, on a, du fait de la pandémie qu'on est en train de vivre, mais aussi du fait de l'accélération de la société, du fait qu'on a des personnes âgées de plus en plus seules, on va avoir extrêmement rapidement des robots, en tout cas de la robotique domotique qui va être en capacité de donner de l'autonomie à des personnes âgées. Ces personnes âgées vont avoir à disposition des robots à la maison qui vont les aider au quotidien sur les tâches ménagères, sécuriser leur santé et ainsi de suite, et par définition avoir une interaction verbale au quotidien avec ces personnes. Quand vous imaginez que les personnes âgées, sur une multitude d'entre elles, sont aujourd'hui sur un schéma où elles attendent le coup de téléphone des petits-enfants dans la semaine quand elles l'ont, vous allez avoir un rapport entre la personne âgée et le robot qui va être un rapport exactement le même qu'entre la personne âgée et le chien. Après, on est dans une société, je suis désolé, c'est une réalité. On donne de l'amour, de l'affection, de l'attention à des personnes qui sont en besoin d'amour, d'affection, d'attention. Je ne vois pas la différence qu'il y a entre ça, un Tinder et un animal de compagnie. D'autant plus que demain, on va avoir de plus en plus de robotique intelligente qui vont être capables de prendre en ligne de compte vos émotions, en positif, en négatif, et d'interagir avec vous de la même manière que votre mari, vos enfants, vos amis, et ainsi de suite. C'est une vraie question sociétale aujourd'hui. On donne des droits à des animaux. Il est d'une manière ou d'une autre une logique législative à moyen long terme d'imaginer, de donner des droits et des devoirs à des machines qui aujourd'hui sont dans nos vies. Je sens que Jean-Christophe est en train de failloter auprès des robots qui vont dominer le monde à l'avenir. Tu vois, il est en train de militer pour dire donner un droit à ces robots. Non, c'est moche. Hein, quand non, même. mais c'est une vraie question, celle de la responsabilité. Si on a une voiture autonome qui a un accident, qui est responsable ? Et Jean-Christophe va te dire c'est pas de la faute du robot, tu vois, parce que. Non, mais c'est une vraie question qui est posée en ce moment. Oui, bien sûr. C'est une vraie question législative par rapport à ça. Et la logique, c'est pas pour donner des droits à un robot. Hein. C'est pas une question de droit, mais si vous n'avez pas de devoir s'il n'y a pas de droit. Et donc, par définition, on est sur un schéma où il y a une vraie logique de réflexion. Aujourd'hui, vous prenez un animal de compagnie, vous l'éclatez contre un mur, un petit chaton ou autre, vous êtes exactement de la même manière que vous tuez une personne humaine. Pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité demain à ce qu'une personne qui insulte un robot dans des domaines qui sont des domaines beaucoup plus olé olé, comme notamment au Japon, les robots sexuels, à quel moment on viole un robot ou pas ? Je suis désolé, c'est des vraies questions aujourd'hui qui vont arriver dans la société beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Alors là, tu m'inquiètes quand même carrément, Jean-Christophe, parce que si l'insulte au robot t'emmène à la prison, mes enfants, quand je vais rentrer chez moi, seront déjà à la santé, je pense. J'ai carrément peur. Non, mais alors, tu peux pas tout donner. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut qu'on leur donne des droits à l'amour, à plein de choses. Mais alors, s'ils ont un accident, il faut qu'ils aient des responsabilités. Il faut qu'eux aussi, on les emprisonne s'ils font n'importe quoi. Exactement. C'est exactement le point. Si tu leur donnes pas un minimum de droits, on va dire dans la logique d'interagir. Tu me parlais de robots. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle de Microsoft, lorsque tu l'insultes, te répond et t'éduque.
Donc on est dans une logique aujourd'hui où il est important de donner des limites, on va dire, et ces limites doivent être aussi bien d'un point de vue des droits que des responsabilités. Dans C'est le robot les citoyen. accidents, dans la manière d'interagir, ainsi. Mais Le robot citoyen, exactement. Mais ce qui est difficile à concevoir là-dedans, c'est que l'intelligence du robot, elle est pas dans le robot. Elle est dans le cloud. Ce que je veux dire, c'est que c'est une intelligence, c'est vraiment Big Brother. Tu vois ce que je veux dire? Donc si je mets le robot qui est juste, en fait, une carcasse en prison, ça reste toujours ce cloud qui est responsable. Et je vais pas mettre ce cloud très virtuel en prison. Ça n'a aucun sens. Non, on part mais, très loin. Hein, non, d'accord. Je pense c'est pas une logique de prison ou pas de prison, c'est une logique de responsabilité. Quand tu vois par exemple que l'IA de Microsoft, encore elle, a été mise à jour il y a quelques années, je suis sûr que tu te souviens de cette histoire, ils l'ont mis sur Twitter et en l'espace de 12 ou 24 heures, l'IA était devenue sur un chatbot raciste, misogyne et ainsi de suite. Ouais. On est antisémite et tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on est bien sur une logique de responsabilité derrière un software. Or, si le software a de l'autonomie, il est capable d'interagir et autres, on est bien derrière ça sur une question de qui est responsable à la fin de la journée. Est-ce que c'est les fabricants? Est-ce que c'est la personne qui l'utilise? Est-ce que c'est le robot en elle-même? Enfin, je milite pas pour qu'il y ait un droit du robot. Je milite pour que les choses soient claires. C'est exactement la même chose que ce que tu vois aujourd'hui avec Facebook, Twitter et consorts. Il n'y a pas de règles. Résultat des courses. Que tu prennes une décision, que tu prennes pas de décision, de toute façon, tu as tort. Jean-Christophe, depuis tout à l'heure, c'est très intéressant ce débat. Mais tout à l'heure, tu cites donc Twitter, Facebook, Amazon, Google, Microsoft. On pourrait aussi citer les BATX, etc., etc. On sent qu'en ce moment en Europe, en France, la France et l'Allemagne, Merkel, Macron, etc. Il y a un gros focus sur tout ça. Est-ce qu'on n'est pas juste complètement à la ramasse? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on a assez de données, tout simplement, pour être capable de rattraper toutes ces sociétés dont tu parles, qui sont l'intelligence artificielle d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il y a un grand discours politique, il n'y a pas obligatoirement beaucoup d'actes derrière. En Europe, on est à la ramasse. Mais c'est rattrapable. On est à la ramasse, c'est rattrapable. On est capable. Alors, ça dépend de quelle manière. Par exemple, sur l'informatique quantique, aujourd'hui, on n'est pas mauvais. Atos est l'un des meilleurs au monde. On a donc Boreton qui était l'ancien patron d'Atos, qui connaît très très bien son sujet. Après, il y a un vrai enjeu, l'enjeu du territoire. Aujourd'hui, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Suède, enfin chaque pays européen, mais il n'y a pas l'Europe. L'Europe n'est pas encore facile à accéder pour des startups. Là où aux États-Unis, regarde ce qui s'est passé sur le vaccin, en biotech, et donc par définition derrière, c'est de la robotique et de l'IA, ils ont mis plusieurs centaines de millions sur la table. Résultat des courses, ils ont leur vaccin. On est à la ramasse dans le domaine aussi. Donc c'est une notion de mix entre du politique et de la réalité de terrain, où il faut un petit peu aller voir ce qui se passe sur le terrain et se rendre compte du concret. Sur une symbiose au robot homme-pouvoir, vous êtes optimiste aujourd'hui? Je ne crois qu'en la symbiose homme-machine. Mais qui soit encadré. Mais qui soit encadré, bien entendu. Mais c'est les avantages de l'Europe. S'il y a bien deux choses aujourd'hui en Europe qui sont intéressantes, c'est premièrement le fait qu'on a clairement pris en conscience les éléments et qu'on est en train de poser des règles qui vont certainement être des règles qui vont être suivies par le monde. C'est la première chose. La deuxième chose, la protection des données. Même si d'une multitude de manières, c'est pas obligatoirement exceptionnel, mais la notion de protection des données au niveau européen est une avancée majeure. Ce sont deux choses qui demain vont diriger le monde et vous allez voir que les autres parties, les États-Unis et autres pays vont suivre cette logique-là. Ça, je suis positif. Et sur la logique homme-machine, je ne crois qu'en ça. Ce n'est que ce qui s'est passé dans notre histoire. Après, vous pouvez avoir des transhumanistes ou autres qui essayent de monter Laurent Alexandre, par exemple, l'un de mes collègues que vous connaissez certainement bien, est plutôt dans la logique uniquement machine, l'homme ne sert à rien. J'y crois pas du tout. Ça sert à rien. Et la logique Amish, encore moins.
On pourrait continuer à en parler Désolé. pendant des heures. L'amour des robots, la responsabilité des robots, cette symbiose homme-machine. On vous réinvitera, vous viendrez en parler encore longuement parce qu'on a ouvert plein de débats, plein de questions la prochaine aujourd'hui. fois, comme je me demande, comme il milite pour les robots, je me demande en fait s'il est à distance, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que c'est pas juste une intelligence artificielle de la synthèse, Jean-Christophe? La prochaine fois, je veux te voir en Encore chair et mieux, en c'est de os. l'holographie. C'est un avatar Avec les qui vient de nous C'est parler. peut-être un cyborg, peut-être qu'il existe vraiment. Mais... Merci en tout cas Jean-Christophe Bonis pour votre temps et merci beaucoup Merci, Charlotte. Mathieu, on y reviendra dans tous ces débats, il y a beaucoup de choses. Merci infiniment, merci à tous les deux. Merci à tous. Salut. Way, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.